Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où cette fois on va attaquer les top 10 ou top 10 plus simplement. Qu'est-ce qu'on a là? Ils sont où? Bah ils sont là, voilà, on les a préparés, ils sont là, les places sont là. Ah, vous avez vu ou vous avez pas vu? Ah, vous avez pas vu. Donc voilà, on attaque le top 10 et puis on enchaînera après sur les attentes 2024, même si on est un peu en retard. Et quand il commence à faire le lézard, crois-moi bien que là, on est rentré en zone rouge. Allez, c'est parti, numéro 10. Numéro 10, surprise, un Marvel dans mon top 10. Alors, c'est vraiment parce que j'ai eu du mal à trouver 10 films bien. Parce que j'ai eu les 10 films nuls, je les ai trouvés. Les 10 films bien, j'ai un peu plus galéré, donc on a élargi un peu le spectre. Voilà. Donc, comme les Gardiens de la Galaxie 3, c'est pas extraordinaire, mais ça a été une bonne surprise pour ma part. Je me suis dit, allez, je vais le mettre dans le top 10, en 10ème position. Voilà, bah, j'ai fait une vidéo de 35 minutes dessus, donc bon, je vous invite à aller la voir si vous voulez des détails. C'était bien mieux que le 2, parce que le 2 était insupportable. C'était un petit peu émouvant avec Rocket. Chris Pratt nous a montré un petit côté de lui au niveau de son jeu d'acteur qui était un peu plus sympa que ce qu'il nous fait d'habitude. Et puis voilà, ça se regarde, c'est James Gunn, donc c'est toujours très rythmé, la bande-son est plutôt sympa. Voilà, le méchant était plutôt intéressant. L'acteur qui l'incarnait jouait très bien, et puis le côté, le visage qui est étiré, là, j'ai beaucoup aimé. Et puis en plus, à la fin, on voit son vrai visage, et tu dis, ah putain, pour un Disney, pour un Marvel, voir ça dans un Marvel, ok d'accord, on n'avait pas l'habitude. Ça se voit que c'est James Gunn, quoi. Et donc voilà. Voilà, donc c'était sympatoche. Ah, ça casse pas trois pattes à un ragondin, mais c'était sympatoche. Voilà, bon, on a fini sur les Gardiens de la Galaxie 3. Hop, paf, on passe au numéro 9. C'est parti. The Whale. Eh oui, The Whale. Alors, on n'en a pas parlé en critique, j'ai complètement oublié de faire la vidéo, je suis désolé. Mais The Whale, ça a été vraiment un très bon film cette année. Je crois qu'il est sorti en mars. Ah bah attendez. Tac, je suis allé le voir le 29 mars, donc oui, on était en plein dedans. Voilà, donc le retour de Brendan Fraser au cinéma, dans un rôle de composition de cet homme en surobésité morbide qui est bloqué chez lui et qui donne des cours, il me semble, de mémoire à des étudiants et qui les aide dans leurs études et qui va essayer de renouer avec sa fille qu'il n'a pas vue depuis des années. C'est un huis clos, c'est filmé en 4 tiers, vous le voyez, hein, l'image est carrée, c'est filmé en 4 tiers pour qu'il prenne le plus de place possible à l'écran, pour que le personnage se sente complètement resserré dans le cadre, parce qu'il prend tellement de place qu'il remplit vraiment tout le cadre, quoi, à chaque fois. Donc la prothèse est incroyable, vraiment incroyable. La performance de Fraser, qu'on n'a pas vu tourner depuis des années, il m'a tiré une larmichette, le salaud. Et puis il a gagné une récompense pour son rôle, heureusement. Parce que vraiment c'est du haut niveau, et puis vraiment tout le film est bouleversant, quoi. C'est les scènes où il mange, c'est vraiment Gargantua, quoi. C'est comment dire, ça te dégoûte en fait. Tu sais, on y allait le voir avec ma copine, et même nous deux qui aimons bien bouffer, et même bouffer des saloperies de temps en temps, on aime bien ça, on mange pas mal. C'est répugnant, c'est filmé de façon répugnante, quoi. Alors t'as les bruits, t'as les gros plans sur la bouche, plein de sauce avec les pilons de poulet, les morceaux qui tombent et tout. T'as pas faim en sortant du film, quoi. Même si t'as pas bouffé depuis la veille, t'as pas faim, quoi. Donc ça marche super bien. C'est hyper touchant comme film, parce qu'il a une copine qui vient s'occuper de lui, qui est infirmière, je crois, qui essaye de le reprendre un peu en main, mais c'est trop compliqué, il est trop loin dans sa maladie.
Et enfin, ouais, c'est hyper touchant. La fin, il y a une très belle métaphore. Et voilà, c'est un film à voir. C'est vraiment un film à voir. C'est un film un peu difficile à voir. Parce que c'est un film vraiment où vous allez ressentir beaucoup d'émotions en le regardant. Mais ça vaut le coup. Il y a trop peu de films comme ça, je trouve. C'est un peu tire-larme. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement juste. Et puis c'est tellement... il joue tellement bien, Brendan Fraser, là-dedans. Il a dit qu'il s'était inspiré de tout ce qui lui était arrivé pour rendre cette vulnérabilité dans le rôle et cette tristesse dans le regard. Et effectivement, c'est criant de vérité. Et puis comme il a vécu des trucs pas très cool ces dernières années, le pauvre, tu sens que ça lui a permis de... ça lui a servi d'exutoire, en fait. Ça se voit, ça se sent dans le film. En fait, tu sens limite qu'il joue pas. Et ça rend la performance saisissante et... ça te fait des pincements au cœur, quoi. Et pareil, la jeune qui joue sa fille, au début elle est détestable, mais elle joue tellement bien la connasse que tu la détestes, quoi, au début. Donc voilà, c'est un très bon film, très très bien filmé, très très bien rythmé. Pour un huis clos en plus, c'est compliqué, donc alors ça marche d'enfer. Il y a des petites touches de légèreté avec le témoin. C'est pas un témoin de Jéhovah qui vient, si, je crois. Ou un mormon, c'est un mormon je crois, qui vient évangéliser, puis lui dit non mais rentre, je peux pas me lever de toute façon. Puis il revient plusieurs fois dans le film. Le rapport secret entre les deux personnages, c'est assez touchant. Donc voilà, c'est tenu d'une main de maître, de bout en bout. Et c'est très 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 touchant comme film, voilà. Je l'ai dit plein de fois, mais c'est vraiment le terme qui me vient à l'esprit quand je pense à The Whale. Voilà, donc on passe au numéro 8. Numéro 8, Shyamalan qui nous fait son grand retour avec Knock at the Cabin, l'histoire de ce couple gay qui a adopté une petite fille sino-américaine et du coup qui part en vacances à leur maison secondaire dans la forêt, et qui vont se retrouver séquestrés par un groupe de 4 individus. Pareil, c'est plus ou moins du huis clos. J'ai beaucoup aimé. La performance de Bautista, la performance de la petite Asiate, la performance des deux leads masculins, et puis la performance de Rupert Grint qu'on voit très peu mais qui m'a marqué. Et puis même les deux nanas que je connaissais pas, elles s'en sortent très bien, mais c'est surtout le quatuor Bautista. Comment il s'appelle lui qui joue l'agent Smith dans Matrix Resurrection, je me souviens plus, Jonathan quelque chose. Son comparse là, son compagnon qui joue ultra bien aussi, et puis la petite Wen qui est incroyable. Même si on voit venir la fin assez vite, on comprend la métaphore assez vite, surtout quand on a l'habitude des films de Shyamalan. Mais ça reste efficace, ça reste bien fait, ça reste bien filmé, ça reste très tendu du début à la fin. Le seul bémol, c'est pour ça qu'il est pas plus haut dans le classement, c'est que on t'explique vite les règles, comme quoi ceux qui séquestrent le couple et le gamin, en fait ils leur disent il faut qu'il y en ait un qui meure. Mais nous on peut pas le faire. Et donc du coup, en termes de menaces, à partir du moment où ils te disent nous on peut pas le faire pour vous, la menace elle tombe un peu à plat, tu dis du coup oui, y en a. Du coup t'es tendu parce qu'il se passe quand même des trucs, mais je trouve ça tombe un peu à plat au niveau de la menace du coup. Donc bon voilà, c'est un peu voilà. C'est pour ça qu'il est pas plus haut, et c'est pour ça que j'aurais fait un top 5 qui serait pas dans le classement, parce que il était bien, mais je l'ai vraiment mis dans le classement parce qu'il m'en fallait 10. C'est pas un film extraordinaire, surtout pour Shyamalan, parce que du coup, la menace, au bout de 20 minutes, tu fais en fait, il risque pas grand chose. Et le retournement final, tu le vois arriver au bout d'un quart d'heure de film. Donc bon, ça reste, encore une fois, ça reste un bon film, ça reste très bien fait. Les messages de Shyamalan sont là, mais c'est pas son meilleur, c'est loin d'être son meilleur, mais ça reste au-dessus de beaucoup de choses qu'on a vues cette année. Voilà. Déjà, tout le flop 10, déjà, ça c'est au-dessus. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, regardez-le, il est plutôt sympa. Il est mieux que Old déjà, qui était peut-être plus impressionnant sur certains aspects, mais qui m'avait pas plu. Celui-là, on retourne sur le truc un peu plus minimaliste,
mais qui marche un peu mieux, je trouve. Voilà, on passe à la suite. Super Mario Bros. The Movie. Pareil, j'ai complètement zappé d'en faire une vidéo. Très très bonne surprise, j'avais très très peur. J'en avais parlé dans mes attentes 2023 justement. J'avais très très peur du film. Et au final, ça s'en sort plutôt bien. Chris Pratt, il passe super bien. La princesse Peach, elle est géniale. Tout le monde est super top. Il y a 15 clins d'œil à la minute. Et alors vraiment c'est du fan service à balle. Un petit exemple, à un moment, ils sont dans les égouts, avec Luigi, ils pètent un mur, et tu les vois se relever de face. Derrière, t'as le trou dans le mur, et le trou, c'est la forme en pixels de la tête de Mario, dans le premier Mario qui compte les vies. Ouais, vous avez la tête de Mario en bas avec le X et le 1, 2, 3 selon le nombre de vies. Et ben, la forme de la tête de Mario en pixels, c'est la forme du trou dans le mur, derrière eux. Donc voilà, il y a ça, on voit Jumpman au début, qui est la première itération de Mario. Voilà, on voit plein de trucs, c'est du clin d'œil c'est 15 clins d'œil à la minute. Et Bowser par Jack Black, il est incroyable. Voilà, c'était frais, c'était cool. Il y a un petit clin d'œil à Mario Kart, il y a plein de trucs, même au nouveau Mario Kart avec les voitures qui volent et tout machin. Il y a Donkey Kong et tout ça machin. Et le film a tellement bien marché qu'il a dépassé le milliard. Ah ouais, je crois qu'il a dépassé le milliard. Hein. Il a tellement bien marché qu'on va avoir Zelda bientôt. Et il pense peut-être faire Metroid ou un truc comme ça. On verra. Mais en tout cas, le prochain, ça sera Zelda. Voilà, donc c'était plutôt sympa, c'était très rigolo. En plus, ce qui est marrant, c'est que le pitch du film se rapproche vachement du film de 93 Super Mario Bros avec Bob Hoskins et John Leguizamo et Dennis Hopper, je crois, en Bowser. Parce que c'est des New-Yorkais, des plombiers new-yorkais qui se retrouvent dans le royaume champignon et qui reviennent à la fin dans le monde normal. C'est pareil dans le film de 93. Sauf que c'est un peu plus coloré et un peu mieux fait. Donc voilà, ils nous ont teasé un 2 avec Yoshi. On attend. Moi, si c'est aussi bien, supervisé par Miyamoto, donc forcément c'est super fidèle. Miyamoto qui est le créateur de Mario. Et donc du coup, voilà, c'était super fidèle. S'il y a le même souci du détail et que c'est aussi bien peaufiné, aussi bien en termes de fanservice que surtout en termes de technique, parce que le film est magnifique, moi j'achète le 2, j'achète direct. Donc voilà, c'était sympa, bon pas extraordinaire, mais c'était sympa quand même. Voilà, on enchaîne sur le suivant. Donc en numéro 6, il me semble, La famille Asada. L'une des grosses surprises de cette année, film japonais, qui m'a profondément ému. J'ai passé un super moment devant ce film, je me suis marré, j'ai été ému. Ah, c'était un petit vent de fraîcheur ce film, c'était génial. C'était génial sur ce mec qui essaye d'apporter du bonheur via la photo, à sa famille d'abord, et qui se rend compte du pouvoir qu'il a dans son œil, et qui essaye de transmettre ça à tout le monde autour de lui, avec ce retournement en milieu de film sur le tsunami, évidemment. Et donc du coup, encore une fois, via la photo, essayer d'aider les gens à retrouver leurs souvenirs, retrouver leur joie de vivre. Voilà, c'était beau. J'ai fait une critique, je vous invite à la voir également. C'était une petite claque ce film, une petite pépite. Je vous invite fortement à le regarder si vous en avez la possibilité. Parce que déjà les Japonais sont très très forts dans l'émotion. Et c'est du cinéma qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait. Ça réchauffe le cœur. Voilà, tu sors du film, t'as la banane en fait, tu te sens bien. Voilà, donc il y a un peu de tire-larme aussi, comme dans The Whale, je crois qu'il a dit ça. Mais ça n'a rien à voir, c'est des beaux sentiments, c'est pas
c'est pas mièvre, c'est du bon sentiment. Et ça fait du bien de temps en temps. Et surtout, le père, moi je l'adore. Il est trop mignon, quoi. Les parents, le père et la mère, ils sont trop mignons, quoi. J'adore. Alors, les relations entre personnages, voilà, ça fait du bien, ça fait du bien au petit cœur. Voilà. On enchaîne. Numéro 5, Les Trois Mousquetaires, partie 2, Milady. Voilà, on en a parlé il y a pas longtemps, donc je vais pas épiloguer pendant 40 minutes. Ça défonce. Ça défonce. Film d'action français historique, avec un casting 5 étoiles. Marc Barbet, qu'il est beau, qu'il est charismatique, qu'il a la classe. Voilà. Un petit chouille moins bien que le premier. Donc du coup, je pense que, voilà, vous savez, un des prochains films dont on va parler. Donc voilà, ça défonce. Au niveau des mouvements de caméra, c'est vachement intéressant. Les dialogues sont aux petits oignons. Les musiques sont vraiment cool. Voilà, je viens d'en parler il y a un mois, donc même pas. Donc la vidéo est en lien. Vous avez qu'à regarder. Voilà, c'est tout. C'est comme ça te plaît pas, c'est pareil. Écoute, bon, prochain, allez. Numéro 4. Encore un film français, mais qu'est-ce qui se passe? Vermine. On vient juste d'en parler il y a quelques jours. Donc bon, je vous ramène à ma critique. Hein. C'est génial, c'est efficace, tu serres les fesses, c'est dégueulasse. Il y a quelques problèmes d'éclairage de temps en temps, mais pas tout le temps, vous le voyez. Symboliquement, c'est assez bon. Le jeu d'acteur est très très solide. La scène où tu vois que les potes ils réagissent à la mort d'un des leurs, c'est tragique. Et c'est trop bien. Tout simplement, c'est trop bien. Voilà. On va pas épiloguer 5 heures. On attaque le top 3. Et voilà. Numéro 3. Putain, encore un film français, les gars. D'Artagnan. La première partie des Chevaliers de Baphomet. N'importe quoi. La première partie des Trois Mousquetaires avec Romain Duris. Voilà. Et évidemment les autres, François Civil, Pio Marmaille et Vincent Cassel et Eva Green et Marc Barbet surtout. Le beau, le grand, le charismatique Marc Barbet. Mais celui-là il est au-dessus de Milady quand même. Voilà, les dialogues c'est au-dessus. On a du Romain Duris pendant tout le film. Donc, ça augmente. Putain, mais si un jour on m'avait dit que ça c'était un argument pour un film que je kiffe, qui est Romain Duris, mais j'aurais dit mais t'es un malade Bernard, t'es un malade. Je veux faire l'amour. T'es un malade Bernard, un malade. Dédicace à Steph et Max. Donc voilà. Non, c'est énorme, c'est épique, c'est ultra bien filmé, la bande son elle est géniale. Faut arrêter de regarder Batman. Celui qui compose, je sais plus comment, Guillaume quelque chose, je sais plus. Guillaume, je sais plus comment il s'appelle. Mais faut arrêter de regarder Batman. Parce que ça ressemble un peu. Mais c'est épique, ça défonce. Le jeu d'acteur il est top. Voilà, ils ont tous la classe avec leurs chapeaux, avec les plumes, les vestes en cuir et tout machin, leurs pistolets, leurs épées, d'escrime et tout machin. Les scènes d'action elles sont trop bien. C'est filmé en plan long. Qu'est-ce qu'il y a ajouté de plus? L'histoire est prenante, un peu plus que la suite, donc c'est pour ça qu'il est plus haut. Et donc voilà, l'effet waouh, le premier en fait. Le 2 a pas réussi a quasiment réussi à recréer l'exploit. Mais bon, il n'y a plus l'effet waouh, je pense. Et c'est un peu moins bien écrit. Et filmé. Donc celui-là, il est top 3 quoi. Top 3, direct, bim, cap, plaf, plaf. Voilà, donc les D'Artagnan, c'est validé, c'est carré, c'est Moulinex. Ça n'a aucun sens ce que je dis, je m'en fous. Voilà, on passe au top 2, attention, qu'est-ce qu'il y a? Numéro 2 des meilleurs films de l'année, The First Slam Dunk. Comment expliquer mieux que dans ma vidéo ce que j'ai ressenti devant ce film? Je ne peux pas. J'ai été bouleversé par l'histoire de Miyagi, ce personnage que j'adore depuis 20 ans, mais qui n'était pas trop exploité dans le manga, enfin exploré, on n'a pas trop exploré son passé dans le manga. Là, on nous fait un film sur lui,
et on reprend le dernier match de Slam Dunk qui est sans doute le meilleur, qui n'a jamais été adapté en animé. Avec une animation 2D, 3D, la 3D est mortelle, qui a été réalisée par le créateur du manga Takehiko Inoue, donc c'est ultra fidèle à ce qu'il a en tête dans le manga. C'est beau de fou, c'est touchant, c'est poignant, c'est fort, ça fait rire quand il faut, quand c'est centré sur Sakuragi, ça fait rire quand tu chiales quand t'es sur Miyagi, et c'est rythmé de fou, le rythme il est génial, voilà. Donc c'est un des meilleurs films de l'année pour moi, c'est le numéro 2, un film d'animation en plus, pas trop mon délire en plus d'habitude, mais là c'est tellement haut niveau que les musiques elles sont géniales. Les musiques elles sont géniales de ouf. Voilà. Donc il faut écouter Love Rocket de Slam Dunk. Elle est incroyable cette chanson. Voilà. Donc c'est la musique qui ouvre le film. Donc voilà. C'était beau, c'était magnifique. Et on enchaîne sur le meilleur film de l'année pour moi. C'est parti. Numéro 1. Spider-Man Across the Spider-Verse. Encore un film d'animation. Mais alors attention, l'animation, on en a parlé longuement, très longuement dans ma vidéo, donc voilà, je ne vais pas encore répéter pendant des plombes et des plombes. Ce film, il est magnifique, il est génial. Bon, il y a du fanservice, effectivement, mais voilà, c'est un film, c'est un très bon film pour adultes parce qu'il y a un second niveau de lecture qui est vraiment cool. C'est un film qu'il faut montrer à ses gamins ou à ses petits-neveux comme moi, ce que j'ai fait, qui ont adoré. Ils ont adoré. Voilà, c'est beau, il y a plusieurs styles qui se mélangent, c'est ultra dynamique, mais ça reste clair. C'est drôle, c'est touchant encore une fois. La relation de Miles et Rio, sa mère, et son père, ça marche d'enfer. Toute la rivalité avec, avec The Spot, qui au début est drôle, et à la fin, il te fait baliser tellement il est inquiétant et charismatique. Voilà, le Miguel O'Hara, son thème, il est incroyable. Tout le travail sonore du film, il est génialissime. Le travail esthétique, on n'en parle pas, c'est une baffe atomique. Voilà, l'histoire, elle est cool. Et bah tiens, quand je vous parle de l'importance des couleurs dans un film, je sais pas si j'en ai parlé dans ma critique de ça, il y a un retournement final, bon je suppose que vous avez vu le film maintenant, le retournement final où on te dit que Miles n'est pas retourné dans sa dimension. En fait, donc, la couleur de Miles c'est le noir et le rouge évidemment, et la couleur du Prowler, donc son oncle, c'est le violet. Depuis le premier, c'est la couleur du méchant, c'est le violet. Et quand il retourne, soi-disant, dans sa dimension à lui, et qu'il s'habille avec ses vêtements, d'habitude, il a son manteau, il a un petit hoodie bleu, je crois. Et ben là, le hoodie est violet. Et quand on fait attention aux couleurs, tu vois le hoodie violet, tu tiltes direct. Tu dis, ok, dans cette dimension, c'est lui le Prowler. Il est pas dans sa dimension, et dans sa dimension, c'est lui le Prowler. Donc du coup, moi, j'ai pas été trop surpris parce que j'ai tilté direct parce qu'il a jamais de violet sur lui, Miles. Le violet, c'est vraiment la couleur de son oncle, qui est l'un des méchants du premier. Donc en fait, quand je l'ai vu direct mettre ce hoodie violet, j'ai fait « Ouh là là, il est pas chez lui !» Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est pas grave si ça brise pas le twist, parce que tu le vois arriver, mais t'as un petit côté Sherlock Holmes, tu vois, j'ai vu des indices qui me disent qu'en fait il va se passer ça, et quand ça arrive c'est ultra gratifiant parce que tu dis putain, grâce au code couleur j'ai réussi à prévoir le twist. Donc ça te casse pas la surprise, et puis en plus t'es un peu fier de toi. Donc voilà. Donc regardez les couleurs dans les films, c'est vachement important. Voilà, c'est rarement mis au hasard les couleurs, voilà. Surtout dans les films d'animation. J'ai adoré les différentes pattes artistiques. Quand Gwen elle est un peu émotive, voilà, on passe en aquarelle et tout ça machin. Tout le côté de trame, tout le côté technologique sur Miguel, tout se marie super bien. Et voilà, la scène du vautour au début avec tout l'effet Renaissance,
le coup de l'opéra, là, pendant qu'ils s'affrontent, voilà, c'est génial. C'est génial. Donc voilà, on a fait le tour, les pires films, les meilleurs films. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, vous. S'il y a des films que vous avez vus cette année qui vous ont plu ou que vous avez détesté, on en discute, pas de problème dans les commentaires. On reste gentil, on reste courtois, parce que bon, c'est personnel. Hein. Je dis pas que... Si je dis que La Tour, c'est votre... Si La Tour, c'est votre film préféré, bah très bien, mais on en discute, dites-moi ce que vous avez aimé et tout, y a pas de problème. Je suis ouvert au dialogue. Pour moi, c'est de la merde, mais... quelqu'un qui peut le défendre peut-être me dira, peut-être me convaincra de le revoir avec un prisme différent. Ça, c'est pas exclu, donc n'hésitez pas, on bombarde. Vous nous dites, moi j'ai aimé ça, moi j'ai pas aimé ça. Ça se trouve, il y a des films que je n'ai pas abordés. Voilà, on peut en parler, Voilà, on est là pour ça. Voilà. Donc, moi j'enchaîne direct sur les attentes 2024. Et puis voilà, je vous fais des bisous, à bientôt. Et en plus, on est sur les lives de Final Fantasy VII en ce moment. On refait l'original. On va enchaîner sur le remake, Intergrade, et après, normalement, à la fin du mois, on a le Rebirth qui sort. Donc là, c'est le mois Final Fantasy, hein, je vous préviens, si vous suivez les lives, voilà. Donc, on vous fait des bisous. À bientôt.